Bonjour, donc en ce mois d'octobre, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo Halloween et donc voici comment ça va se dérouler. Je vais vous faire des résumés courts sur plusieurs livres que j'ai appréciés et des lectures évidemment qui mettent dans l'ambiance d'Halloween. Mais pas seulement. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il y a de si passionnant dans l'horreur? Qu'est-ce qui pousse les gens en fait à lire des choses macabres et qui font peur? Eh bien personnellement, je me suis beaucoup posé la question durant mes lectures et donc on va parler un petit peu de ce sujet-là dans cette vidéo aussi. Donc si jamais il y a une timeline, donc si jamais il y a une partie de la vidéo qui vous intéresse plus, vous pouvez vous fier à ça, voilà. Ça va vous aider un peu à vous repérer. Donc je vous souhaite un bon visionnage et évidemment un joyeux Halloween. Commençons la vidéo par un grand classique, donc Frankenstein. Je crois que tout le monde connaît un peu le monstre de Frankenstein, mais est-ce que vous connaissez l'histoire qui se cache derrière cette créature? Robert Walton est en direction vers le nord lorsqu'il fait la rencontre de Victor Frankenstein, un scientifique qui va lui raconter toute son histoire. Dr Frankenstein a mené l'expérience de créer un être vivant à partir de différents débris de corps. Mais lorsqu'il vit sa créature prendre vie, eh bien, il prit peur et il l'abandonna. Mais croyait-il vraiment qu'il pouvait se débarrasser d'une créature intelligente dont il était le créateur? C'est un classique incontournable et j'ai vraiment aimé ma lecture, donc je me suis dit, quoi de mieux pour commencer cette vidéo que Frankenstein? Ce roman, cette brique en fait, parce que c'est quasiment 800 pages, ça a été un coup de cœur. Je dirais même que parmi tous les romans que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a été la lecture que j'ai le plus appréciée. J'ai donné un 5 étoiles sans hésiter. Donc si vous aimez tout ce qui est roman policier, puis que vous n'avez pas lu ça encore, foncez, je suis sûre que vous allez passer un incroyable moment. Terry Maitland, un des habitants les plus respectés de la ville, est accusé du meurtre d'un enfant de 11 ans. La police a quand même des preuves très efficaces pour prouver que c'est bien lui le meurtrier, plusieurs témoins et surtout des tests ADN. Il décide donc d'aller l'arrêter immédiatement sur la place publique. Mais lorsqu'il l'interroge arrivé au poste, il réalise qu'en fait Terry il a un alibi très solide. Et de son côté aussi, il y a plusieurs témoins pour prouver cet alibi et aussi un enregistrement télé. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est vraiment Terry le coupable? Tout porte à croire que Terry était à deux places en même temps. Donc si jamais vous êtes un peu plus série télé que roman, eh bien il y a une série télé qui a été adaptée de ce roman-là en 2019 et je crois que ça se trouve sur HBO, si je me souviens bien. Le vide de Patrick Sénécal. Je ne pouvais pas faire une vidéo dédiée à l'horreur sans y mettre du Patrick Sénécal. C'est un auteur auquel je fais 100% confiance. Quand j'ouvre un petit livre, je sais que je vais passer un bon moment. Et pour l'instant, ça a été le cas. Tous les romans que j'ai lus de lui, je les ai adorés. Et c'est dans mes coups de cœur. Alors si jamais vous n'avez pas encore découvert Patrick Sénécal, eh bien, suite à cette vidéo, vous aurez plusieurs choix pour vous intéresser à cet auteur. Et je vous le conseille très fortement. Compliqué de tourner une vidéo avec un monstre, hein. Genre, il découvre tout plein de fils qu'il n'avait pas vus, là. Ah, un fil de micro, un fil de lumière, sauf que c'est pas une bonne idée. Ah, un doigt aussi. Donc, ce qu'il y a de particulier avec le vide, c'est que tu peux le lire de deux façons différentes. Voici à quoi ressemble la table des matières, donc je vais vous mettre une petite image. Vous pouvez voir que l'ordre des chapitres est très particulier. Donc, vous pouvez soit commencer en suivant la table des matières, donc en commençant par le chapitre 21, etc. Ou commencer par le chapitre 1, qui n'est pas au début du livre, et ensuite lire le 2, le chapitre 3, le chapitre 4, etc. Dans les deux cas, vous allez comprendre l'histoire, mais c'est une expérience de lecture totalement différente. Personnellement, moi, j'ai suivi la table des matières, mais je sais que ma mère, elle, a commencé par le chapitre 1, le 2 et le 3 par la suite. Donc, c'est quand même un concept particulier. Et donc, je tenais à le préciser pour pas que vous fassiez le saut quand vous allez ouvrir le livre si vous décidez de le lire. Donc, passons au résumé maintenant. Dans ce roman, il y a 3 narrateurs. Le premier étant Pierre Sauvé, un sergent détective dans la quarantaine qui a une vie plutôt banale. On voit bien que son travail est le centre de sa vie. Il va se retrouver dans une enquête de quadruple meurtre qui a toute l'apparence d'un crime passionnel. Le second est Frédéric Ferland, un psychologue qui trouve sa vie très terne. Depuis plusieurs années, il cherche l'excitation ultime, quelque chose qui va donner en fait un sens à sa vie. Et finalement, le troisième est le grand Maxime Lavoie, un milliardaire idéaliste qui a quitté son poste de président de compagnie pour réaliser et animer l'animation Vivre au Max, qui est un show de télé-réalité.
C'est une émission qui fait très réagir, très controversée, mais c'est aussi la plus populaire. Donc c'est 3 hommes très différents, mais vous vous doutez bien que leurs chemins vont se croiser. J'ai pas envie d'en dire plus, parce que je pense que ça fait partie de l'expérience d'en savoir si peu. Une question d'âge, évidemment. Bon, là, on peut écarter ça. Évidemment, on s'entend que des jeunes enfants peuvent pas lire des trucs comme ça. Mais par rapport aux adultes, je pense qu'il y a une question de responsabilité. Et moi, je pense qu'il y a des gens de 35 ans, 40 ans qui sont pas prêts à lire des livres comme ça parce qu'ils n'ont pas la maturité ou la réflexion nécessaire. Ils vont juste voir au premier degré le côté violent et tout ça. Mais en même temps, je ne peux pas croire que des gens qui lisent mes romans, même si c'est très violent, il me semble que c'est assez clair que ce n'est jamais l'apologie de la violence. Dans tous mes romans, la violence, et je sais qu'ils sont violents, mes romans, là, mais dans tous mes romans, la violence est montrée comme un échec. C'est toujours un échec de l'humanité. C'est jamais une bonne idée. C'est jamais une façon de solutionner. C'est pas moralisateur dans le sens que je montre pas ceux qui font de la violence, c'est des méchants, des pas gentils. Mais ça montre que la violence est une limite. Ce n'est pas une solution. Et nous avons tous une violence comme ça en nous. Et parfois, cette violence-là l'emporte. Alors, dans mes romans, mes personnages qui deviennent violents, c'est un échec, mais en même temps, ça les rend très humains. Parce qu'ils sont prisonniers de cette violence-là et ils ne savent pas comment négocier avec cette violence-là. Et dans tous mes romans, je me pose cette question-là. Alors maintenant, des gens qui lisent ces romans-là, est-ce qu'ils peuvent le prendre au premier degré? Est-ce qu'ils peuvent tout à coup avoir envie d'être violents parce qu'ils lisent des trucs comme ça? Moi, personnellement, je suis capable de justifier pourquoi j'écris ça, mais je ne peux pas être plus responsable que le lecteur qui me lit. Ça à un moment donné, ça appartient aussi ça appartient au lecteur d'avoir ses propres codes moraux et d'avoir la maturité pour les lire. Pendant toutes ces lectures, une question me venait souvent à l'esprit. Pourquoi les gens aiment autant l'horreur? Parce que quand on y pense, il y a un intérêt plutôt macabre, je trouve. Dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui sont fans de ce genre de livre, que c'est leur genre préféré, mais j'ai aussi d'autres personnes qui ne comprennent pas l'intérêt à lire ce genre de livre. Ils ne comprennent pas l'intérêt de lire des choses qui ont pour but de t'effrayer et de te dégoûter. Sachez d'abord que les romans d'horreur sont rarement juste faits pour te dégoûter, justement. Il y en a certains, mais faut pas toutes les mettre dans la même catégorie. C'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre l'extrait de Patrick Sénécal que vous venez juste de voir. Je trouvais qu'il décrivait ça très bien, ce que je voulais dire par là. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant aussi. Donc, je vais mettre toutes mes sources en description. Donc, si jamais vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas, sont en description. Les films d'horreur nous permettent d'apprivoiser le sentiment de peur tout en se sentant en sécurité. Lire quelque chose de morbide va nous faire ressentir des émotions qu'on n'a pas l'habitude de ressentir dans notre quotidien. Selon les chercheurs, quand on lit quelque chose d'effrayant, on ressent du plaisir et de la peur. De la peur parce qu'on ressent une sorte de compatie pour le personnage et du plaisir parce qu'on se sent un peu soulagé de ne pas être à sa place. Selon David Schmid, l'horreur créerait un lien social. Dans notre société d'aujourd'hui, les tueurs en série sont un peu comme les monstres, les gens anormaux, ceux qui créent l'angoisse et la peur. Ce qui renforce en fait le reste de la communauté en nous donnant une identité qui est « nous ne sommes pas comme lui », ce qui nous rassure en même temps sur notre propre normalité. Je me souviens avoir déjà lu quelque part que le sentiment qu'on ressent quand on regarde un film d'horreur, c'est un peu le même sentiment qu'on ressent quand on est dans une montagne russe. Donc l'adrénaline, la peur du danger, mais on sait tout de même qu'il n'y a pas de risque, qu'on est en sécurité. Il y a aussi un certain excitement devant l'inconnu. J'avais trouvé ça quand même très intéressant, je trouvais que c'est une bonne comparaison, donc j'ai décidé de vous la partager. En écrivant cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas poser quelques questions à une personne qui est passionnée par l'horreur. Donc j'ai réfléchi à la personne de mon entourage à qui je pourrais poser ces questions et j'ai direct pensé à ma mère. Mais avant de vous mettre l'extrait de la petite entrevue que j'ai faite avec ma maman, eh bien on va retourner aux suggestions de livres. On y revient tout à l'heure. Un autre roman policier, une autre enquête qui m'a captivée. Donc j'ai découvert cet auteur avec ce roman et c'est sûr que je vais m'intéresser à ses autres œuvres parce que de un, il est très apprécié et de deux, il m'a donné très bonne impression avec le poète. Bref, passons au résumé. On suit Jack McAvoy, un journaliste et frère jumeau de Sean McAvoy, un policier récemment décédé. Il paraît qu'il s'est suicidé, en partie à cause de son travail difficile de policier.
En tout cas, au premier abord, ça paraît comme un suicide. Mais Jack, son frère, veut vite réaliser que c'est en réalité un meurtre. Et que ce n'est pas la première victime du meurtrier. Ils sont face à un serial killer qui suit un schéma bien précis. Il y a un aspect dans ce roman que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, on suit aussi le point de vue du meurtrier. D'un côté, on suit Jack McAvoy, qui enquête sur l'affaire en tant que frère, mais aussi en tant que journaliste. Et d'un autre côté, on suit aussi William Gladden, qui est en fait le meurtrier et qui est aussi un pédophile. C'est vraiment un autre coup de cœur, puis on dirait que plus en plus que je lis des romans policiers, plus en plus que j'ai envie de féliciter les auteurs parce que je trouve que ça a l'air tellement compliqué à écrire. En tout cas, moi, ça m'impressionne, les gens qui écrivent des romans policiers. Donc, je vous donne mon chapeau. Voilà. Passons donc au deuxième roman de Patrick Sénécal de cette vidéo. Dave, Eric, Jeff et l'honneur sont 4 prisonniers. Et je dis 4, mais je fais 3. 4 prisonniers qui ont réussi à s'évader de prison. Mais évidemment, la police est à leur trousse. Ils décident donc d'aller se cacher dans une villa pour y passer la nuit. Et cette villa a comme nom Oniria. Dans cette villa, il y a 3 personnes qui y vivent principalement. Il y a donc Viviane, qui est en fait la psychologue du pénitencier dont ils se sont évadés. Il y a son mari et il y a aussi la femme de ménage. Les évadés, ils vont vite découvrir en fait que c'est pas une demeure comme les autres. Il s'y trouve en fait un énorme sous-sol qui ressemble un peu à un bunker. Et à l'intérieur, ils font des expériences sur des psychopathes. Ils s'intéressent plus particulièrement à leurs rêves. Patrick Sénécal, s'il y a bien une chose avec laquelle il est fort, c'est les plot twists. À chaque fois, il me réussit à me mettre une claque, puis la claque que j'ai eue dans Oniria à la fin, j'ai trouvé ça très fort. Donc maintenant, on peut revenir à ma maman. Selon toi, qu'est-ce qui attire les gens dans ce genre d'histoire? Qu'est-ce qui pousse les gens à lire de l'horreur? Ben, c'est la sensation qu'on ressent quand on lit un livre, le suspense, on a hâte de savoir c'est quoi. Puis moi, c'est ça. J'aime ça parce que tu sais jamais ce qui va arriver. Puis les détournements aussi, comment ça peut finir des fois. Des fois, ça finit bien, des fois, ça finit mal. Tu vas souvent aussi dans des conventions comme la cabane littéraire, puis le salon du livre, puis tu es aussi dans beaucoup de groupes Facebook. Puis pour t'avoir suivi dans tout ça, c'est quand même une belle communauté. Puis t'en penses quoi de cette communauté-là? Puis est-ce que tu penses aussi que, genre, entre vous nourrissez votre passion pour ça? Oui, c'est sûr que quand tu vois, mettons, sur les lecteurs de suspense horreur sur Facebook, eux autres, ça te nourrit, c'est sûr, parce qu'ils vont te montrer le livre qu'ils ont lu. Fait que là, tu fais « Oh my God, il a de l'air bon, on va l'acheter, on va le lire. » Fait que ça coûte cher aussi, parce que ils t'incitent tout le temps à avoir un nouveau livre. Il a de l'air bon, fait que tu t'achètes des livres, tu te fais une collection. Tu réussis jamais à lire tout ce que tu as à lire. Puis c'est le fun aussi parce que la caravane littéraire aussi, tu rencontres les auteurs québécois. Ils ont signé ton livre, tu l'achètes, tu les rencontres. Ils font des activités, c'est comme le camp, ils font un camp puis ils lisent des histoires alentour d'un feu, leurs propres histoires qu'ils ont écrites. Fait que tu peux, c'est une belle communauté, puis c'est le fun. Ça nourrit ça, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment du bon monde. Franck Lafont, cinéaste et écrivain, a déjà mentionné que la peur qu'on ressent dans les films ou des livres d'horreur, c'est des sensations similaires à ceux qu'on éprouve lors d'un tour de montagne russe. Tu penses-tu que c'est vrai? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça? Oui. Dans mon cas, moi, j'en lis tellement qu'il faut vraiment que ça soit des grosses histoires, que je m'attends pour que ça fasse ça. Ouais. Mais oui, ça peut se donner cette impression-là. Donc, encore merci, maman, de t'avoir exprimé pour cette vidéo. Donc, pour revenir un petit peu aux petites recherches que j'ai faites sur les fans de films d'horreur, il y a une étude qui a été faite sur 300 personnes pendant la pandémie. L'étude disait que les adeptes de films d'horreur se portaient nettement mieux d'un point de vue psychologique en cette période qui a été très éprouvante au niveau émotionnel. Et ils en sont venus à la conclusion que peut-être que les fans de films d'horreur, à force de regarder des films, viennent à contrôler leur peur et à mesurer leurs propres émotions. Alors, on peut dire qu'il y a beaucoup de positifs à tirer des films d'horreur et de nos lectures. Bref, c'était un peu le petit segment psychologie
J'avais trouvé ça intéressant quand j'ai découvert ça, donc je me suis dit pourquoi pas l'intégrer dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Un autre classique, Dracula. Qui ne connaît pas Dracula? Un classique que je regrette pas du tout d'avoir ouvert d'ailleurs, parce que c'est un classique pas pour rien. Jonathan Harker, un jeune notaire, se rend en Transylvanie pour parler affaires avec le comte Dracula. Lorsqu'il arrive en ville, les habitants semblent tous un peu de se méfier lorsqu'on mentionne le nom de Dracula. Et lorsqu'il arrive au château, Jonathan se sent pas du tout à l'aise. Et il commence à être méfiant. Et la vraie peur et la vraie panique embarquent au moment qu'il réalise qu'il est en fait le prisonnier de cet homme qui est finalement peut-être pas un homme. Je vais faire une petite mention spéciale pour les personnages féminins de ce roman. Vraiment girl power. Je les ai adorés, là, Mina et Lucie. Ils sont tellement attachantes, là, puis genre, en tout cas, les personnages féminins là, sont wow. En fait, tous les personnages sont incroyables, sont vraiment attachants, ils ont vraiment leur personnalité, sont tous trop gentils, puis le groupe d'amis, tu ressens l'amour. Michael Walleck travaille comme professeur de français dans une prison pour femmes le jour et la nuit, il travaille sur son manuscrit, un roman noir qu'il rêve depuis plusieurs années de publier. Mais depuis plusieurs années, il bûche sur les scènes importantes de ce roman, les scènes un peu plus noires et violentes. Mais il n'est jamais satisfait. Il trouve toujours qu'il manque un petit quelque chose qui ferait en sorte que son roman est un excellent roman noir. Un jour, il lit une nouvelle de une de ses élèves. C'est très mal écrit, mais il trouve le petit quelque chose qui manque dans son roman. Rendu chez lui, il a plus d'inspiration que jamais. Il écrit une scène de crime excellente, mais qui est tout de même très inspirée de la nouvelle de Wanda, son élève, qui est d'ailleurs, je vous le rappelle, une criminelle et qui s'est inspirée du crime qu'elle a commis pour être en prison. C'est pour ça d'ailleurs que la nouvelle de Wanda est autant réaliste. Une étrange relation s'installe alors entre Wanda, qui cherche des conseils de son professeur, et Michael, qui est lui à la recherche d'inspiration pour son roman. Sincèrement, c'est presque un 5 étoiles à mes yeux. Je dirais minimum 4,5 étoiles, tu vois. Je l'ai lu vraiment d'une traite, puis je voulais tout le temps savoir la suite. C'est vraiment un roman qui, tu rentres dedans, t'es plus capable de t'en sortir, là. Et je pense que si je devrais vous en conseiller un de Patrick Sénécal dans ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, je m'intéresserais à lui à votre place. Personnellement, moi, c'est mon préféré des trois. Donc, on finit la vidéo spéciale Halloween là-dessus. Donc, si jamais vous avez des suggestions de lecture à me faire, que ça soit en lien avec l'horreur ou pas, vous pouvez me conseiller des romans d'amour ou des classiques. J'ai envie de savoir. Je cherche des nouvelles pépites en ce moment, donc voilà. Pendant qu'on parle de commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la petite partie un peu plus recherche. Si vous avez aimé ça, je vais refaire ça dans d'autres vidéos. Puis si vous voulez juste des conseils de lecture, je vais me concentrer là-dessus. Si jamais vous vous intéressez à Patrick Sénécal, j'ai mis l'entrevue dont j'ai mis un extrait plus tôt dans la description avec toutes les sources. N'hésitez pas à aller voir un coup d'œil, c'est très intéressant. En ce moment, je prépare beaucoup de vidéos. Je vais être un peu plus actif. Certaines sur des lectures, d'autres un peu plus personnelles. Donc si vous ne voulez pas manquer la notification, abonnez-vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Joyeux Halloween!